On va avoir un petit propos d'introduction avec Jean-Louis, mais juste avant, pour que cette table ronde soit très pédagogique, on est allé piquer une vidéo à nos amis de chez Bouygues qui explique au grand public, à tout le monde, ce qu'est la ville connectée. On regarde ça maintenant. Très grand, je serai explorateur. J'irai découvrir de nouveaux espaces pour construire la ville du futur. Ah non, mais pas comme ça. La conquête de l'espace, c'est pour encore plus tard. Moi, je vous parle de l'océan et de cités flottantes. Je serai un habitant de la mer, un mérien. Et oui, comme on sera de plus en plus de milliards sur Terre, faudra trouver un peu de place. Alors sur mer, comme sur Terre, on aura de nouveaux gratte-ciel super beaux. Mais en plus, dans l'océan, on aura des gratte-mers. À la maison, il y aura plein de nouveaux gadgets. On fera des photos avec ses lunettes. Et si on veut un truc, on le fabriquera tout seul avec son imprimante 3D. Et puis il y aura des écrans partout. On sera relié au monde entier. Carrément plus besoin de bouger. Tu as raison. L'avenir sera hyper connecté. À la maison, par exemple, on n'aura plus besoin de faire les courses. Le frigo établira la liste et l'adressera au magasin. Et on ne travaillera plus forcément au bureau. La ville de demain verra naître des espaces de coworking plus proches de chez nous, partagés par des entreprises très différentes, mais aussi des lieux de vie et de travail accessibles dans les gares. Tout ça va aménager considérablement les temps de transport. Heureusement, car si nos habitudes de déplacement ne changeaient pas, l'avenir finirait par n'être qu'un énorme embouteillage. En fait, on combinera des tas de moyens de transport différents et propres. Transport en commun végétalisé, téléphérique. On pourra faire du vélo au-dessus de la ville et partager des véhicules électriques. Car demain, notre ville sera belle, harmonieuse et agréable à vivre. La nature sera présente partout, mais pas simplement pour maquiller la ville. Ce sera une nature utile, car la qualité de l'air va devenir la grande priorité. Regardez tous ces espaces verts. L'agriculture est au cœur de la ville. Il y a des fermes urbaines, des jardins partagés sur les toits où l'on peut cultiver des légumes. Oui, les bâtiments seront verts et intelligents. Ils produiront leur propre énergie et communiqueront entre eux pour se l'échanger. Ils pourront favoriser la mutualisation des places de parking ou informer sur la disponibilité des espaces communs. Ah oui, elle est jolie, cette ville du futur. J'aime bien. Mais si on se déplace moins avec toutes ces technologies, on va moins voir les gens pour de vrai, non? On va se sentir un peu seul. Tu n'as pas à t'inquiéter. Au contraire, la ville de demain va être pensée pour favoriser et développer la proximité. Cela pourra passer par des communautés de voisinage qui faciliteront l'économie de partage, créeront des liens nouveaux entre les gens et permettront aussi de dépenser moins, ou en tout cas différemment. La ville de demain encouragera la mixité en rassemblant les logements, les bureaux et les commerces et réunira les gens de milieux sociaux ou de générations différentes. Les logements seront adaptables pour permettre aux gens de bien vieillir chez eux. De nouveaux services, comme les conciergeries de quartier ou des lieux de rencontre et d'échange de savoir-faire, les Fab Labs, vont participer aussi au mieux vivre ensemble. Et c'est tout ça, finalement, qui va insuffler du bien-être et de la vie au cœur de la ville. Alors Jean-Louis, c'est un peu la ville des bisounours, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de technologies et beaucoup d'humains aussi. Est-ce que c'est comme ça chez Microsoft que vous voyez aussi la ville du futur? C'est quoi votre vision à vous? Oui, alors en fait, la vision qu'on a est finalement assez proche de ça. Alors effectivement, le ton de la vidéo est sympathique, et je le résumais avec la formule de la ville des bisounours, mais en réalité, quand je regarde cette vidéo, j'essaie de trouver dedans un exemple de quelque chose avec lequel soit je n'étais pas d'accord, ou avec lequel soit je n'avais pas encore vu d'exemple, et il n'y en avait aucun. C'est-à-dire que sur toutes les thématiques qui ont été parcourues dans cette vidéo, il y a des choses aujourd'hui qui existent et qui sont réelles. Alors peut-être ce que je vais faire avant de zoomer sur chacune de ces thématiques et de donner des exemples, c'est aussi de planter le décor par rapport à la thématique, le titre de la session qu'on est en train de faire ensemble, qui est également de la planète connectée. Et je voulais citer deux petits exemples de choses qu'on fait à une autre échelle, pas juste à l'échelle de la ville. Hier, j'ai eu la chance donc, que vous me laissiez la parole et j'ai pu parler de ces fameuses HoloLens, donc l'ordinateur holographique que l'on peut porter et qui permet de faire des choses à distance et de mêler le réel et le digital, le virtuel. Et ben, à titre d'exemple, je peux vous annoncer que déjà, aujourd'hui, Mars
et la Terre sont 2 planètes connectées. Alors comment ça marche? Ça marche tout simplement parce que, comme vous le savez, il y a un robot aujourd'hui qui a été envoyé sur Mars. Ce robot embarque de la techno Microsoft, qui est déjà capable de communiquer avec ces fameuses HoloLens. Et on a des gens, en l'occurrence des géologues, donc l'un qui est basé aux États-Unis et pour une formation géologique très particulière qui a été rencontrée par le robot, il a fait appel à un expert qui était ailleurs dans le monde. Et pardon, c'est un robot qui est déjà arrivé sur Mars? Absolument, absolument. C'est le robot, je pense que vous avez tous suivi à la télé les aventures magnifiques de cette expérience, cette exploration. Mais c'est juste fantastique, c'est-à-dire que le robot se balade, il a des caméras. En fait, il a plusieurs caméras qui arrivent à envoyer sur Terre les signaux qui permettent de recomposer en 3 dimensions l'image. Et on a sur Terre des gens qui travaillent et ils sont en fait dans un bureau ou en l'occurrence dans un labo à Cap Canaveral, et vous avez la formation géologique qui est reproduite d'après les images du robot et 2 personnes qui sont sur Terre et qui travaillent ensemble à essayer de comprendre cette formation géologique particulière. Donc en fait, aujourd'hui, les planètes sont déjà connectées. À l'échelle de la Terre, il y a déjà des expérimentations en cours dans les océans, avec des sondes mobiles qui ont été envoyées et qui font des analyses sur un certain nombre de choses, sur par exemple la qualité de l'eau, les températures, etc., et qui prennent des photos qui sont ensuite analysées au niveau des formations d'algues, des bancs, etc., et qui permettent d'anticiper des choses d'un point de vue climatologique et d'un point de vue écologique. Donc tout ça existe déjà. Évidemment, nous tous, on vit quand même un petit peu plus sur Terre que sur Mars ou dans les océans. Donc là, évidemment, on va se focaliser sur la ville connectée, mais je voulais d'abord un petit peu planter le décor à plus grande échelle. Sur la ville connectée, on a vu là dans cette vidéo beaucoup d'exemples. Et en réalité, je pense qu'on peut les regrouper sous un certain nombre de thématiques que sont les transports, la gestion de l'énergie, l'éducation, évidemment, on en parlera beaucoup aujourd'hui, la communication digitale, les services aux citoyens. Et là, voilà, tout ça existe déjà aujourd'hui. Alors, je ne connais pas une ville où on fait tout. Par contre, je connais plein de villes où on fait déjà un certain nombre de ces sujets qu'on traite déjà. Donc, je vais prendre des exemples qui sont loin de nous et d'autres qui sont plus proches. Si on parle des transports, on peut parler de ce que fait Londres aujourd'hui. Et au niveau de l'amélioration des transports, la ville de Londres a embarqué en fait de la technologie d'Internet des objets et de la technologie d'analytics de Microsoft pour tout ce qui est transport souterrain, donc le Tubes, le fameux métro de Londres. En quoi ça change ma vie, moi, au quotidien, ce genre de techno? Alors, ce que ça change, c'est que, par exemple, il va y avoir moins de pannes parce qu'ils ont un système avec de la maintenance prédictive, à la fois sur le métro lui-même et sur les escalators. Donc, pour monsieur tout le monde, ce que ça change, c'est qu'on n'a plus d'escalators en panne de façon inopinée. Donc, il y a des arrêts qui sont prévus pour de la maintenance, mais qui sont prévus à des heures où il y a moins de trafic. Donc, en fait, l'expérience utilisateur est bien meilleure avec ce type de technologie. C'est, par exemple, ce que ça va changer pour nous tous. Un autre exemple, par exemple, plus proche de nous, qui est à Barcelone, sur la communication digitale. Barcelone a un festival dans l'année qui dure plusieurs jours, où vous avez pendant quelques jours 2 millions de personnes qui débarquent et qui sont à Barcelone dans un temps très très court. Mais il faut évidemment gérer plein de choses à ce moment-là. Et en fait, ça nécessite de communiquer avec cette foule d'une façon un peu nouvelle. Et cette communication, aujourd'hui, elle est en place à travers des mobiliers urbains que peut, par exemple, peut proposer une entreprise en France comme JC2Co, qui commence à faire des choses comme ça. Et ce mobilier urbain va communiquer aux touristes, aux visiteurs pendant ce festival. Il y a des applications sur des smartphones. Et en fait, on va réussir à réguler, dispatcher, gérer en fait cette foule qui est là pendant un laps de temps très particulier avec une communication digitale particulière. Barcelone, qui est une ville en Europe à la pointe de la mobilité, un peu comme Saint-Quentin fait la robot numérique, ils ont joué très tôt cette carte de la mobilité. C'est là où chaque année il y a le grand salon où on dévoile les téléphones portables que les geeks suivent avec passion. Ouais. De toute façon, il y a un peu dans tous les pays des villes qui sont un peu des fers de lance sur des sujets. Et moi, je vois très bien Saint-Quentin dans un avenir proche changer radicalement le service aux citoyens, changer radicalement la gestion énergétique, changer radicalement les transports. Il n'y a en réalité aucun frein parce que l'ensemble de ces technologies existent. Microsoft aujourd'hui, on fait des choses avec, je vous en parlais, Brisbane, Barcelone, Londres, New York. Il y a par exemple
dans ce qu'on va donner aux employés de la ville, des moyens de communication, des moyens de collaboration. C'est des choses qu'on fait avec la ville de New York, qui fait que les employés qui ont un rôle sur le terrain, finalement aujourd'hui, passent beaucoup plus de temps sur le terrain et n'ont plus besoin de rentrer forcément aussi souvent à leur base parce qu'ils arrivent à communiquer entre eux en étant sur le terrain. Et là aussi, ça va changer le niveau de service qui est proposé aux citoyens. Enfin voilà, donc finalement, l'ensemble de ces thématiques existent déjà, et peut-être qu'il devrait être notre travail à nous tous, c'est de faire en sorte qu'on puisse avancer suffisamment vite pour rassembler tout ça, finalement, à terme, dans toutes les villes. Et on peut tout à fait commencer par Saint-Quentin. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier invité de marque, Isam Charour. Isam, vous, cette ville connectée, vous planchez déjà dessus depuis un moment. Vous êtes de Polytech Lille. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous allez me suivre. Allez, on va aller sur la grande scène. Vous n'êtes pas arrivé les mains vides, merci. Vous allez nous présenter votre vision de cette Smart City, de cette ville connectée. Juste une question en introduction. Smart City, Smart Intelligent, City Ville, ça a toujours existé, les villes intelligentes, le fait d'agencer l'espace de manière intelligente, ou c'est simplement aujourd'hui où on se pose enfin la question? Donc, la question que se pose dans la ville, c'est la question d'aménagement. Et dans beaucoup de villes, on a laissé développer les villes sans de véritable aménagement. Sinon, on ne va pas se trouver dans un certain nombre de villes avec des bidonvilles qui aujourd'hui comptent dans le monde 1 milliard. Vous voyez, donc dire que effectivement, il y a eu des efforts. Aujourd'hui, avec le développement technologique, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous. La scène est à vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être là pour vous présenter un projet réel de création d'un prototype de ce qu'il va être la ville de demain ou la ville intelligente. Et dans la vidéo, on a vu qu'en fait, la ville de demain peut être vraiment une très belle ville. Ça dépendra bien sûr de la technologie, mais ça dépendra beaucoup de citoyens à travers son exigence et son comportement et de l'intelligence collective qu'on va mettre tous ensemble pour construire notre ville. Le projet que j'ai présenté, vous allez voir qu'on a commencé il n'y a pas longtemps avec très peu de moyens et ce projet aujourd'hui devient un projet majeur, pas seulement dans les territoires de la région Nord-Pas-de-Calais, mais également au niveau national, voire au niveau international. Ce que je vais montrer, c'est comment, à travers une véritable intelligence collective, on arrive à faire un projet assez intéressant. Tout d'abord, sur l'histoire du projet. Excusez-moi. En fait, le projet, on l'a commencé il y a 4 ans, à travers une question. On voulait faire un très gros projet structurant sur la question de la ville et ce que peut apporter le numérique dans le développement de la ville. Et quand on avait commencé ça, on voit bien qu'il y avait 2 aspects. Il y avait la question de la ville et la question de la technologie numérique. Étant à l'université, on est plutôt bon quand il s'agit de recherches disciplinaires. Là, on était vraiment dans des questions qui sont pluridisciplinaires. Quand on parle de la ville, on va parler du transport, de l'eau, de l'énergie, des déchets. Et quand on va parler de la technologie numérique, on va voir comment on peut utiliser cette technologie pour trouver des solutions innovantes à très grande échelle. Donc on a dit, bon, pour essayer de bien partir là-dessus, on a besoin de mettre autour de la table les véritables partenaires au niveau de la ville. Donc on va trouver les collectivités, les opérateurs d'eau, d'énergie, des déchets, et tous les centres d'innovation, et également les start-up avec des jeunes passionnés qui ont de très très belles idées, mais également des laboratoires de recherche et de la formation. Donc on a mis autour de la table tous ces partenaires et on a commencé à réfléchir là-dessus. Et dès le début, on dit qu'on va aller sur un projet qui est vraiment ambitieux, on va se mettre dans un contexte qui est international. Donc dans ce groupe-là, il y avait 2 représentants de la communauté internationale. On a travaillé pendant 1 an. Donc des rencontres, des discussions, avec parfois des workshops, on était 10, 15, parfois on était 100. Ce qu'on est sorti de tout ça, c'est qu'à l'époque, on parlait de smart grid ou des réseaux intelligents essentiellement dans le domaine de l'électricité. Et des expérimentations, notamment aux États-Unis, montraient que c'est un concept qui est vraiment assez intéressant. On parlait de la ville, on dit maintenant ce qu'on veut voir, c'est comment ce concept de smart grid, on va l'appliquer sur les autres réseaux. Parce que dans la ville, il y a l'eau, il y a les déchets, etc. Deuxième question qui était vraiment importante, c'est que les réseaux sont en interaction. Quand j'ai un problème de panne électrique, il va forcément impacter les réseaux d'eau. Si j'ai un problème de fuite, il va aussi impacter le réseau d'électricité. Et si
j'interviens sur des questions de sécurité, c'est l'ensemble des réseaux qui peuvent intervenir. Donc c'était aussi très important de prendre en compte ces interactions. Et tout ça, on va voir qu'on peut vraiment le traiter dans le cadre de cette notion de Smart City. On était sur des sujets qui étaient vraiment nouveaux. Et dans le domaine de l'ingénierie, on apprend à partir de l'expérimentation. Donc on a dit on a besoin vraiment d'avoir un démonstrateur à très grande échelle pour pouvoir tester toutes ces notions, voir comment on peut les mettre en place. Et on a commencé à chercher un démonstrateur. On a dit, après tout, toutes ces réunions-là sont passées sur un très grand campus, donc le campus de la Cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Quand on regarde un peu ce territoire, en fait, c'est une véritable ville. On a 110 hectares, on a 25 000 usagers, 20 000 étudiants, certains vivent sur le campus. On a également beaucoup de constructions. La carte ici vous montre un peu les constructions et les couleurs dans les usages. On a de la résidence, des bâtiments d'enseignement, de recherche, de restauration. Donc on dit effectivement c'est quelque chose qui est représentatif de ce qu'est la ville. Un campus qui est très ancien, il a été construit en 1967, vous voyez un peu l'image, et c'est à ce moment-là qu'on a mis l'ensemble des infrastructures. Donc des infrastructures qui commencent à avoir à peu près une cinquantaine d'années. Des bâtiments très anciens, mais des bâtiments un peu plus modernes, et des bâtiments surtout qu'on est en train de construire ou de rénover maintenant, et des bâtiments qu'on va rénover bientôt. Donc aussi, l'intérêt que sur ce territoire, on a toute une variété de qualités des bâtiments. Et le grand intérêt, il était là. C'est que sur ce territoire, on avait l'ensemble des réseaux urbains. On avait le réseau d'eau, d'assainissement, d'électricité, de chauffage. Donc c'était un véritable territoire, la carte on la voit ici, sur lequel on peut mener une véritable expérimentation de l'ensemble de ce qu'on peut faire sur la ville. Et cette carte-là, on l'a fait en 2011, et notre rêve à l'époque, dire qu'on va instrumenter l'ensemble de ces réseaux, de ces bâtiments, pour voir comment on peut effectivement mener un projet de ville intelligente. Là où on avait vraiment réussi, parce qu'à l'université, on n'était pas tout seul, c'est qu'on a mis en place tout un partenariat autour du projet, des collectivités, des opérateurs d'énergie. Et on s'est mis dans le contexte international, des start-up, des centres d'innovation, des laboratoires de recherche et également, comme je l'ai dit, des start-up et également des formations. On a mis en place des formations spécifiques par rapport à ça. Et c'est dans cet environnement-là qu'on a pu travailler. Maintenant, on a commencé ça il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, on a construit? Et donc, c'est le rêve qu'on avait, il devient vraiment une réalité. On a fait un véritable système d'information que je vous montrerai rapidement. On a instrumenté, on a fait les analyses. Si je prends ça, sur le système d'information, vous voyez que généralement, sur les réseaux qui sont assez compliqués, on a pris l'ensemble des informations. On les a mis dans des bases informatiques avec l'ensemble des attributs. Et là, ça vous montre des exemples où aujourd'hui, on peut croiser l'ensemble des réseaux sur le campus pour voir un peu ce qui se passe et tous les incidents qui sont là-dessus. Et en très peu de temps, ce projet est devenu un projet majeur dans le contrat de plan État-région, sur une rubrique assez intéressante, territoire catalyseur d'innovation. Ce projet est devenu un projet phare de la 3e révolution industrielle dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ce projet est devenu aussi un démonstrateur européen. Vous voyez ici, c'est l'Europe qui finance une partie de ce projet, avec 3 autres démonstrateurs en Espagne, à Londres et l'autre qui est en Hollande. Donc en peu de temps, on a pu vraiment gagner en termes de visibilité. Et c'est devenu aussi un démonstrateur d'une très grande association au niveau international qui regroupe une trentaine de villes aux États-Unis et en Europe et beaucoup d'opérateurs d'énergie. Et également, il y a beaucoup de campus qui s'intéressent à ce projet. Aujourd'hui, il devient un modèle pour les autres campus. La preuve, c'est qu'on a été invité au colloque annuel de tous les directeurs généraux des services des universités pour présenter un peu ce qu'on fait dans ce domaine. Et également, au niveau international, le projet, aujourd'hui, on est en train de travailler à l'étranger. Là, c'est l'exemple au Liban. On essaie de transférer notre expérience pour faire du campus de l'Université américaine de Beyrouth aussi un véritable campus intelligent. Dans le logement social, on a également travaillé pour voir comment on peut transférer cette technologie dans le logement social. Et la grande réussite, elle est vraiment là, c'est qu'en peu de temps, on a pu attirer à travers le monde des jeunes qui sont passionnés par ces thématiques, des gens qui sont venus d'un peu partout, de l'informatique, de l'automatique, du génie civil, etc., pour participer à ce projet. Et ce que je vais vous inviter à les rencontrer un peu, comme ça vous allez voir un peu ces jeunes-là. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo, s'il vous plaît?
Hi, I'm Oras. I'm from Syria. I'm working on sanitary network within Project Sunrise. Hi, Yvkon. I am Elias Farah from Lebanon. I am working on Sunrise project focusing on water leakage detection. 你好, my name is Hou Xiaoping. I come from China and I'm working on drug mechanics. Thank you. Hello, my name is Shiar Ali. I'm from Syria. I work on Project Sunrise as a computer engineer. Hi, my name is Donna Ensign. I'm from Canada and I'm working on the Project Sunrise, focusing on health challenges in urban areas. Marhaba, Osama Haddad from Syria. I work on Project Sunrise as embedded system engineer, software and hardware. Khairullakum, my name is Ainora. I'm from Kazakhstan and I'm working on smart buildings for people with disabilities. My name is Eva Boujaidi. I'm Lebanese and I'm working on management of stormwater systems within smart cities concept. Thank you. Xin chào, my name is Phương Thao. I'm come from Vietnam. I work in communication. Hi, I'm Ahmed Afani. I'm from Jordan. I work on Sunrise project as an architect and urban planner. Привет, my name is Natalia. I'm from Russia and I'm working with mechanics of materials. Bonjour, my name is Julien. I come from France. I'm working on the Sunrise project using Raspberry Pi on network infrastructures. Hi, I'm Amani. I'm from Lebanon. I'm working within the Sunrise project on contamination detection on water network. Hello, I'm Prakash Sampath. I'm from India. I'm working as a telecommunication engineer on the Project Sunrise. Hi, I'm Silvia. I'm from Italy. I'm working on water contaminations in water distribution network in the Sunrise project. I'm Ilyas Ali Lesh. I'm from Algeria and I work on building information modeling. Salam, I'm Zahra Maziz from Morocco. I work on smart house. Marhaba, my name is Hani Kodeh and I come from Palestine. I work as a database and system analyst. Namaste, I'm Lakshana from Nepal and I'm a student from NYU Abu Dhabi and I'm working as a research intern within the Sunrise project. Marhaba, my name is Mohammed from Palestine. Salam, my name is Amal Abdurrahman from Morocco. Bonjour, my name is Zakaria Tahiri from Morocco. And we work on Sunrise project. My name is Zahra and I'm from Algeria. Assalamu alaikum, I'm Maliha Zikhan and I'm from Pakistan. Bonjour, my name is Khadija Jnat. I'm from Morocco. We work on building automations in Sunrise projects. Salam, my name is Fatima Zahra Boubez. I'm from Morocco and I'm working in Sunrise projects specializing electronics. We are the interns of Sunrise Project! Voilà, vous voyez un peu ces jeunes-là, ce que je vais vous montrer, c'est grâce à eux. C'est eux qui ont vraiment travaillé sur le projet et qui ont construit ce projet. Je vais vous donner un seul exemple pour voir un peu ce qu'on avait fait là-dessus. Je vais vous donner l'exemple de l'eau potable. La question qu'on avait sur l'eau potable, dans un premier temps, on a mis en place un laboratoire commun avec le CEA LIST et l'association internationale. La région Nord-Pas-de-Calais nous a donné une chaire internationale, le CES nous a donné une chaire industrielle, et on a eu après 2 gros projets pour travailler là-dessus avec les eaux de Paris et des Hollandais. Pour présenter un peu, voilà un peu le réseau d'eau que vous voyez ici, sur lequel on a ajouté des capteurs. Chaque fois que vous avez un point ici, il y a un capteur qui va nous donner presque en temps réel les débits d'eau et éventuellement la pression. À partir de ça, on peut suivre en temps réel ce qui se passe dans les réseaux d'eau. Là, je vous donne un exemple. Dans un bâtiment d'enseignement, pendant un mois, chaque couleur donne la consommation pendant une semaine. Donc, toutes les heures, vous avez la consommation. Et si vous regardez à droite, ça, c'est le week-end. Le week-end, généralement, on n'a pas de consommation. Et vous voyez bien que lors d'un week-end, on a eu de la consommation qui correspondait à un problème de fuite. Donc, grâce à cette instrumentation, on peut détecter presque en temps réel quand il y a des fuites dans nos réseaux. On a été encore un peu plus loin. La question, c'est que s'il y a jamais une contamination dans notre réseau d'eau, comment la détecter en temps réel, avant que ça arrive au niveau des usagers et de poser des problèmes de santé. Donc là-dessus, il y a aujourd'hui pas mal de développement. Il y a des machines qui nous permettent
de détecter en temps réel si jamais il y a une anomalie qui peut être liée à une contamination biologique ou chimique. Nous avons pris l'ensemble de ces instrumentations et, dans un premier temps, pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, on a fait un pilote en laboratoire qui reprend le véritable conditionnement ou fonctionnement des réseaux d'eau. Et là-dessus, on pouvait injecter des bactéries ou des produits chimiques et voir que ces machines, comment aujourd'hui, elles peuvent réagir. Deuxième exemple qui peut être assez intéressant, c'est l'exemple du chauffage. Sur le site scientifique, on a un véritable réseau de chauffage, y compris la production de la chaleur. Donc, on peut aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle les stations d'échange, suivre en temps réel ce qui se passe sur les réseaux de chauffage. On peut notamment connaître ce qu'on consomme et connaître la température extérieure. Et on sait que généralement, c'est la température extérieure qui conditionne le chauffage. Et pour essayer de voir ça, ce qu'on fait, si vous entrez dans la technique, on essaie de prendre la consommation en fonction de la température extérieure. Quand la température augmente, bien sûr, on va consommer un peu moins. Et cette courbe-là, elle est assez intéressante parce qu'elle caractérise l'ensemble de ce qui se passe dans les bâtiments. Et à travers ça, on peut savoir quand est-ce que la température du chauffage s'arrête. Là, vous voyez bien que c'était à 21 degrés, alors que normalement, c'est à 19. Et si vous regardez la même courbe, mais le week-end, on voit bien qu'on est à 21 degrés, alors que normalement, on devait être à 12 ou à 15. Donc, très rapidement, on peut voir s'il y a des anomalies par rapport à cette question de chauffage. Là, on a été un peu plus loin pour voir si aujourd'hui, on va réguler le chauffage sur la base de consommation. Ça veut dire que si j'ai des étudiants, on va chauffer l'amphi, si la personne ne va pas le chauffer. Et vous voyez bien qu'en bleu, on peut faire beaucoup d'économies par rapport à ce qui est donné en rouge. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on va mettre en place une cogénération qui nous permet de produire l'électricité en même temps que le chauffage. C'est un investissement qui est assez important. Et on se lance aujourd'hui dans la construction d'un véritable réseau intelligent à l'échelle du campus. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on travaille sur les autres réseaux, les réseaux d'assainissement, les réseaux d'éclairage public. On a fait un partenariat avec le Crous pour instrumenter des chambres d'étudiants et un restaurant. Et également, on est en train de mettre en place maintenant un véritable réseau social pour communiquer avec les étudiants sur ce qui se passe dans leur campus et voir un peu ce qu'ils pensent de tout ça. Bon, on a pas mal communiqué sur le projet, donc on a été sur BFM Business. Mais je vais m'arrêter là. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on est parti de rien, il y a très peu de temps, et aujourd'hui, ça devient un véritable projet majeur parce qu'on a pu attirer des étudiants, on a pu mettre en place un véritable partenariat avec le monde économique. Désolé, je ne vous ai pas encore montré de robots, mais les robots, certainement, ils vont avoir une place dans cette ville. J'espère que l'année prochaine, je reviendrai avec quelques idées sur ce qu'on peut faire avec le robot. Merci. Merci beaucoup, Issam. Il y a à la fois quelque chose de très humain, ils ont l'air super sympas, ces jeunes du Sunrise Project, ils sont nombreux. Et puis on est à fond dans le concret, du chauffage à l'eau potable, on réinvente la ville complètement. Absolument, et donc là on va bien retomber sur les thématiques voilà, par exemple gestion énergétique. Et en fait, on s'aperçoit que quelle que soit la thématique, on va toujours retomber à peu près sur la même pattern, c'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer quelque chose. Pour faire ça, on va utiliser de la technologie. On va mettre des capteurs, on va mettre des choses comme ça. Par-dessus ça, on va mettre une couche pour analyser. On a vu des graphiques, on a vu des choses comme ça. Et sur la base de l'analyse, on va voir ce qu'on peut améliorer. Et à la fin, ce qu'on veut améliorer, c'est de toute façon l'expérience de vie, le coût de telle ou telle chose. Voilà, donc c'est toujours à peu près la même pattern, mais cette pattern peut s'appliquer à énormément de domaines au sein de la ville. On va tout de suite passer à notre prochain invité. Bonjour, El-Mostafa Mouadib. Je vous donne le micro numéro 4, c'est mon préféré. Vous allez me rejoindre sur scène, vous allez aussi nous faire une présentation. On va voir que cette ville intelligente dont on parle, c'est aussi un nouveau regard sur les bâtiments, y compris les plus anciens, les monuments historiques. Vous, c'est sur une cathédrale que vous avez travaillé. Exactement. Bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de parler de ce projet. Et effectivement, on va voir un aspect un peu particulier qui est celui qui concerne la numérisation du patrimoine. Et le patrimoine est évidemment un élément important de la ville, de la cité. Et donc, on va voir un petit peu en profondeur ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour construire un modèle numérique d'un composant qui est exemplaire dans cette ville du futur. Et vous dirigez le MIS ?
Alors, je suis directeur du laboratoire Modélisation, Information et Systèmes, qui est un laboratoire de l'Université de Picardie-Jules Verne, et qui travaille sur l'informatique, sur la robotique, bien sûr, et sur l'automatique. La scène est à vous, à tout de suite. Ben, merci beaucoup. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être là et d'être entouré de vous, par vous, bien sûr, mais également de robots. Parce que ça fait 30 ans à peu près que je travaille sur des robots, et on verra qu'il y a un lien avec ce que je vais dire par la suite. Alors, les enjeux, en fait, hormis celui de construire une brique dans la ville, dans la Smart City ou dans la ville intelligente, les enjeux de la numérisation, du numérique et du patrimoine, c'est également de faire ce qu'on appelle l'archivage, c'est-à-dire construire quelque chose qui va nous permettre d'avoir une trace complète des monuments. Et c'est un enjeu important, évidemment. Je suis bien sûr dans le cadre de la cathédrale d'Amiens, qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, mais on peut également utiliser la méthodologie pour le cas de la basilique de Saint-Quentin, qui aurait, je pense, aussi mérité d'être considérée comme une cathédrale. L'autre enjeu qui est important, c'est celui de l'accessibilité et de la diffusion. L'idée, c'est de rendre accessibles des endroits qui sont difficilement pour la visite virtuelle, et également rendre accessibles ces monuments pour les personnes qui sont empêchées, soit parce qu'elles ont des difficultés de santé ou d'autres difficultés. Et donc, mettre à disposition ce modèle numérique pour faire de la visite virtuelle, c'est un enjeu qui est important. Bien sûr, il y a l'enjeu de la recherche, développer des compétences importantes autour du numérique, qui est un thème de ces deux journées. Et également, il y a des enjeux économiques, parce que ces modèles numériques vont permettre de favoriser, d'être, pourquoi pas, un élément déclencheur pour donner envie aux gens de venir visiter nos monuments, et qui sont nombreux dans cette région, bien sûr, et également de développer davantage l'industrie numérique dans notre région. Alors, autour de ces enjeux est né un projet, qui est le projet e-cathédrale, qui est un projet de recherche et de développement. Et c'est un projet sur 15 ans, donc il a commencé en 2010, et l'idée c'est de prendre le temps nécessaire pour faire les choses en profondeur et construire de manière suffisante, de manière fidèle, la maquette numérique de ce modèle. Donc il y a des enjeux pluridisciplinaires évidemment, parce qu'il y a la volonté de construire le modèle, mais aussi la volonté de travailler avec des spécialistes du monument, de manière à aller plus loin dans l'utilisation du modèle 3D. Alors on le décline sous forme de 4 axes. Il y a un axe autour de la modélisation elle-même, il y a un axe sur les usages, c'est-à-dire une fois qu'on a ce modèle numérique, qu'est-ce qu'on peut en faire? Évidemment, j'ai cité la visite virtuelle. Les historiens de l'art sont intéressés, les historiens, parce que ça leur donne accès, ça leur permet d'avoir accès à des mesures qui sont très très précieuses pour elles. Par exemple, la voûte de la cathédrale d'Amiens est à 42 mètres. Pour avoir des mesures précises, ce n'est pas évident, il faut mettre des échafaudages, etc. C'est très compliqué. Le fait d'avoir le modèle numérique, ça rend immédiatement accessible ce genre de données. Il y a un troisième thème qui est autour de ce que j'appelle les vecteurs de la numérisation. Je vais y revenir après. Et il y a bien sûr la possibilité aussi, en utilisant ces modèles, de faire ce que j'appelle la rétro-ingénierie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre mieux les monuments en faisant des simulations sur ces modèles numériques, ou simplement en essayant d'obtenir des données plus précises. Alors pour ce qui est des vecteurs de la numérisation, et pour faire un lien aussi avec la robotique et la robot numérique, ce que j'appelle les vecteurs de numérisation, ce sont en fait des engins, des machines qui vont porter les caméras, les scanners, ce sont les outils qui vont nous permettre de numériser, de manière à rendre cette numérisation automatique, parce que l'ambition c'est de pouvoir numériser l'ensemble. En tout cas, si l'ambition est de numériser l'ensemble du patrimoine, eh bien, on a beaucoup de travail, et donc si on peut être aidé par des robots, ça serait tant mieux. Donc sur la gauche, vous avez une photo d'un drone que nous avons fait voler il y a 2 années à l'intérieur de la cathédrale d'Amiens, et sur lequel il y avait une caméra qui a permis de filmer des images, et on va
utiliser ces images pour faire de la reconstruction 3D. Et sur la droite, vous avez un robot terrestre qui est muni d'une caméra un peu particulière et qui va permettre également de faire de la prise de photos de manière systématique, de manière à couvrir l'ensemble du bâtiment. Alors la numérisation, en fait, elle se fait par des scanners. Nous avons un exemple en bas sur la photo, sur la diapositive, et également, donc c'est ce qu'on appelle le relevé de points 3D. C'est des appareils qui sont très précis, qui font l'acquisition de millions de points. Et puis, en haut, vous avez un autre procédé qui est celui de la photo, et qui va permettre de faire de la photogrammétrie. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre plusieurs photos, et à partir de ces photos, on arrive à faire une reconstruction 3D. Et puis, bien sûr, on va aussi utiliser de la CAO, de la conception assistée par ordinateur, lorsque nous ne pouvons pas utiliser les appareils de numérisation. Alors, donc, le principe est illustré sur cette diapositive. On pose le scanner, par exemple, ici, devant le portail de la cathédrale d'Amiens. Nous avons un balayage, 360 degrés, on récupère des millions de points. Et ça donne la géométrie de l'environnement. Ensuite, on va prendre des photos et on va venir plaquer ces photos sur le nuage, et ça permet d'avoir un rendu qui est similaire à celui du monument. La difficulté, c'est que, évidemment, ça ne couvre pas l'ensemble du monument, ça couvre uniquement une partie, et donc il va falloir refaire ces acquisitions plusieurs fois, des centaines, voire des milliers de fois. Vous avez ici un exemple d'une centaine de stations à peu près, et il faut en faire aussi en hauteur, de manière à pouvoir couvrir l'ensemble du monument, parce que l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de complet. Et alors, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec des milliards de points. Et voici ce qu'on peut faire à partir de ça. Alors, nous avons numérisé, j'ai parlé de la cathédrale d'Amiens, mais nous avons aussi numérisé d'autres monuments. Vous avez ici l'exemple de la cathédrale de Beauvais, que nous avons faite en 2013. Et ce que vous voyez en haut, c'est un extrait du modèle. Donc, on peut remarquer qu'on a un rendu qui est assez bon, qui est assez réaliste. Donc ça, c'est un extrait à partir du modèle. Et évidemment, alors on a coupé uniquement la cathédrale, mais il y a, les alentours ont également été aussi numérisés. Évidemment, à partir du modèle numérique, on peut faire un tas de choses, comme des coupes. Vous avez ici des exemples. Vous avez des coupes qui mettent en évidence justement les problèmes que connaît malheureusement la cathédrale de Beauvais, c'est-à-dire les déformations très importantes. Et on peut voir aussi la structure qui caractérise cette cathédrale, qui est la finesse des arcs-boutants, qui a posé beaucoup de problèmes, mais en tout cas qui était une audace prise par les architectes pour stabiliser le monument. Alors, la cathédrale, enfin, il n'y a évidemment que la nef, que le chœur, puisque la nef n'a jamais été construite. Donc la cathédrale de Beauvais, elle est aussi la plus haute de France, puisqu'elle la voûte fait 48 mètres à peu près. Et puis, toujours en dessous, vous avez deux autres coupes qui mettent en évidence des éléments particuliers. Celle du milieu, ce sont les voûtes des collatéraux, des nefs, pardon, et puis également la structure métallique qui caractérise la cathédrale de Beauvais. Alors nous avons ici numérisé l'église Saint-Martin au bois cet été, et vous avez aussi un exemple d'extrait. Il y a aussi en bas à droite un focus sur quelque chose qui caractérise cette église. Ce sont ces stalles qui sont absolument magnifiques, et je vous invite à aller les voir. C'est pas très loin d'ici, c'est dans notre région. Ah, marche plus. Voilà, ça y est. Ça remarche. Alors, on fait aussi, dans le cadre de ce projet, des collaborations internationales pour un meilleur rayonnement du projet, et nous avons un projet autour de la numérisation de l'esplanade de la mosquée Hassan à Rabat, au Maroc. Et la problématique est un peu différente, parce qu'ici, la mosquée a été détruite, et l'idée, c'est de numériser l'existant et de travailler avec les historiens de l'art pour compléter la mosquée. Donc là, on voit aussi l'intérêt, évidemment, en termes d'augmentation du réel, finalement. Et puis, pour revenir à la cathédrale d'Amiens, sur laquelle je vais passer un petit peu plus de temps, voici un extrait du modèle. Alors, elle n'est pas finie, enfin, en termes de numérisation, parce que la cathédrale d'Amiens, il y a beaucoup de surface, elle est très complexe. Donc, on y travaille depuis 2010. On a fait la façade occidentale et puis ce qui correspond au transept. On n'a pas encore fait le chœur, mais on a déjà quelque chose qui est
qui est assez significatif. Et par exemple, ce plan, qui est en fait issu d'une vue de dessus, transparente, et qui met en évidence les voûtes et la structure de la voûte de la cathédrale d'Amiens. Alors ce plan, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour les historiens de l'art, parce que c'est la première fois qu'ils vont pouvoir travailler avec un plan complet et non pas avec des plans qui ont été faits avant la construction du monument. Nous avons aussi ce genre de choses, c'est une coupe orthographique de la nef et qui permet de mettre en évidence certaines choses sur la structure de la voûte. Alors bien sûr, après on peut faire des animations. Nous sommes en train de travailler sur un projet d'un portail de l'histoire de la construction de la cathédrale d'Amiens. Et voici un exemple de ce qu'on peut faire qui va nous permettre d'illustrer les différentes étapes de la construction de la cathédrale. Donc ça, ça correspond pas aux différentes étapes, c'était simplement une illustration. Ça n'a évidemment rien de scientifique par rapport à la construction aux différentes étapes de la construction. El Moustapha, oui. on va devoir passer à nos prochains invités, sinon ils ne vont pas avoir le temps de parler. En revanche, je crois que vous êtes venu avec une vidéo que j'aimerais bien voir sur ce que ça donne, qu'on voit le résultat. Évidemment, pour avoir les détails de votre projet, je pense qu'on peut aller sur votre site internet pour ceux qui voulaient la suite. Très bien. Alors on y arrive. Justement, elle est là. On peut lancer. Donc sur la gauche, vous avez en fait une vidéo qui a été faite de manière automatique à partir à partir du modèle 3D, donc ça donne une très bonne idée de la qualité du... Ça c'est incroyable, c'est de la 3D, hein, c'est pas des prises de vue réelles. Ça c'est de la 3D. Alors on voit quelques défauts, c'est fait exprès en fait, c'est parce que ça soulève une question très importante sur quelle couleur finalement mettre sur le nuage de points. Donc on l'a fait exprès de laisser ces différences. Comme tous les bâtiments, et particulièrement le patrimoine, évidemment en fonction des saisons, en fonction des heures de la journée, nous n'avons pas la même perception du monument. Et donc c'est un véritable sujet de recherche sur lequel nous travaillons. Et donc là, on vous propose en fait deux couleurs. Une couleur qui a été faite à une certaine époque de l'année et une autre. Et on voit à quel point ce problème est difficile et on va continuer à travailler dessus. Et ça, le grand public peut déjà y avoir accès ? Non, il faut qu'ils viennent au laboratoire. Ah, vous nous invitez? Bien sûr, je vous invite on vous passe un coup de fil, on vient. Je vous invite avec plaisir. Non, nous sommes en train de régler les derniers problèmes techniques et ça va être possible. Merci beaucoup. De faire la visite. C'est moi qui vous remercie. Jean-Louis, j'ai aussi envie de vous faire réagir là-dessus. Pour ceux qui étaient là hier, vous nous avez présenté une technologie un peu dingue qui s'appelle HoloLens, vous en parliez à l'instant, qui permet finalement de voir avec des lunettes en 3D n'importe quel item prendre vie devant nous. Quand on voit l'incroyable travail de El Moustapha et de ses équipes sur une cathédrale, est-ce que je peux imaginer qu'un jour, si vous travaillez avec des universitaires, je crois que Google a fait pas mal de choses sur la Rome antique, je vous invite à aller voir leur modélisation du Colisée de Rome, c'est assez extraordinaire. Est-ce que vous, avec HoloLens, un jour, vous nous permettrez de visiter la cathédrale d'Amiens, de notre salon, de la table basse ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui rend justement ce type de démarche super intéressant, parce que là, on est entre nous, entourés de robots. Hier, on parlait d'Internet des objets, etc. Mais finalement, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre toute cette technologie au service de quelque chose. Alors, dans le cas présenté ici, c'est au service du patrimoine. Mais ce qu'il faut voir, c'est le champ d'application de ça derrière. Ça va nous permettre évidemment de communiquer autrement, parce qu'une fois que ce patrimoine est rendu et numérisé, j'ai envie de dire, on va pouvoir le partager, on va pouvoir l'étudier, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais ce patrimoine, on va pouvoir également finalement appliquer les mêmes concepts à plein de choses. On pourrait parler de cartographie. On peut effectivement parler de modélisation 3D. Et en fait, c'est l'ensemble de ces technos qui, en les combinant, vont nous permettre de vivre finalement autrement, de vivre mieux, de rendre des nouveaux services, et puis d'aller comprendre des choses qu'on ne comprenait pas, d'aller se poser des questions qu'on ne se posait pas. Et en fait, c'est ça qui rend tout ça passionnant. On a Microsoft avec nous, on a un autre géant du web qui est là, puisque c'est IBM. Yves Daumas, vous êtes le directeur du développement des Smart Cities pour le groupe IBM. On est en plein dans le sujet. Pourquoi IBM s'engage autour de cette robot numérique? Et surtout, comment est-ce que vous voyez l'avenir des villes intelligentes?
Oui, bonjour. Alors juste une petite précision, mais qui a son importance. On ne parle pas de Smart City chez IBM, on parle de Smarter City. Pourquoi? Parce que ça fait des centaines d'années, des siècles et des millénaires que les villes sont intelligentes, que les gens qui les conçoivent et qui les gèrent créent des services, les ordonnent, etc. Donc on est plus à essayer de se dire, aujourd'hui on a besoin d'être plus intelligent et de passer une vitesse supérieure par rapport à ça, que de dire demain vous allez vivre dans une ville intelligente et aujourd'hui vous vivez dans une ville qui ne l'est pas. Alors je voudrais peut-être juste revenir un pas en arrière sur pourquoi on a besoin d'être smarter aujourd'hui, parce que la situation commence à devenir un peu compliquée. On se retrouve aujourd'hui dans des environnements qui sont de plus en plus concentrés. Dans quelques années, pas très longtemps, il y aura quasiment les 3/4 de la population mondiale qui habitera dans des villes. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 500 villes qui ont plus d'1 million d'habitants. Donc en gros, le monde va ressembler à une pelote d'épingle. Personne, 1 million d'habitants, personne, 1 million d'habitants, etc. Et donc ça pose des problèmes qui sont aujourd'hui pas solubles. Si on ne change pas l'organisation et le mode de fonctionnement de ces villes. Des problèmes qui ne sont pas solubles au niveau des transports. Si on prend tous notre voiture et qu'on essaye de les entasser sur les bandes d'asphalte qui sont disponibles aujourd'hui, il va falloir qu'on prévoie plusieurs étages parce qu'on n'arrivera pas à tenir tous ensemble. On le sent, hein, vous allez à Paris, vous allez à Lille, vous allez partout, il y a des encombrements partout. Ça va être vrai sur l'énergie, ça va être vrai sur l'approvisionnement en eau, ça va être vrai sur l'assainissement de l'eau, ça va être vrai sur les déchets qu'on produit, etc. etc. Et le film le montrait très bien tout à l'heure. En plus, les systèmes vont se complexifier, on va essayer de ramener la campagne à la ville, donc de faire des cultures urbaines, etc. Donc on a un vrai problème de civilisation, de consommation, de mode de consommation de ces services, donc il va falloir qu'on réinvente des choses nouvelles. Et l'autre point qui est intéressant avec Smarter, c'est que ça ne s'arrêtera jamais, on va toujours chercher à l'être de plus en plus. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec on va essayer avec des technologies aujourd'hui, et notamment des données qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus importantes, de plus en plus variées, on va essayer de maîtriser cet environnement et d'offrir alors des meilleurs services ou des nouveaux services aux citoyens que vous et moi nous sommes. On va essayer de faire ça sans exploser les budgets parce que, alors je ne vous vois pas bien, il y a beaucoup de lumière, mais je crois voir que vous êtes un petit peu plus jeune que moi, donc pas forcément concerné par les impôts, mais rassurez-vous, ça va bientôt vous venir à l'esprit comme problématique. Ça vient toujours bien assez tôt. À un moment ou à un autre, ça vient dans la conversation. Hein. Donc sans crever les budgets, d'autant sans exploser les budgets, et en améliorant l'efficacité qu'on a pour cet environnement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, alors, on pense que dès aujourd'hui, et c'est ce que vous disiez, il y a plein d'initiatives partout pour mettre en place des villes plus intelligentes. Et ça se base sur quoi? Ça se base, c'est un credo qu'on a depuis 5-6 ans maintenant, on a lancé Smarter Cities en 2009. L'idée, c'est de se dire, avec des données qui vont être issues de capteurs, qui vont être déjà présentes dans les différents systèmes d'information, mais cloisonnées aujourd'hui, on va pouvoir faire quelque chose de plus intelligent, de plus utilisable, de plus pratique, etc. Alors il y a plein d'exemples, je vais vous en donner un parce que je pense que c'est sans doute le plus parlant, parce qu'on se confronte tous à ce problème à un moment ou à un autre dans notre vie quotidienne, c'est celui des transports. Aujourd'hui, on utilise en général un mode de transport le matin pour aller de notre domicile à notre lieu de travail ou d'études. À partir d'un certain âge, c'est souvent la voiture. Pourquoi la voiture? Parce que c'est le moyen le plus simple. Pour vérifier sa disponibilité, il suffit souvent de regarder par la fenêtre. Elle est en bas, c'est bon, je peux la prendre. Et puis, on sait à peu près le temps qu'on va prendre pour aller du point A au point B. Sauf que quand il y a des perturbations, des encombrements, etc., ce temps peut devenir très élastique, se distendre, qu'à destination, vous ne savez pas combien de temps, ni même si vous allez pouvoir la poser dans un parking. Il faut savoir qu'il y a des chiffres qui disent qu'il y a à peu près un tiers des véhicules en circulation dans les grandes agglomérations qui sont juste des gens qui cherchent à sortir de leur véhicule et à le poser quelque part.
Donc un tiers d'un flux de véhicules en centre-ville, c'est des gens qui cherchent à garer leurs véhicules. C'est quand même un peu ridicule. Et je vous passe la consommation, la pollution que ça amène, etc. Et les conflits entre automobilistes aussi. Pardon ? De la violence aussi, des conflits entre automobilistes quand on trouve la même place que son voisin. Ouais. Et donc l'idée, c'est de se dire, demain, on va développer des services de mobilité et on va pouvoir tirer parti de ces différents services. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut avoir des informations sur l'état de ces services et un certain nombre de choses. Combien de temps je vais mettre pour aller du point A au point B? Est-ce que quand je vais arriver, je vais pouvoir utiliser un autre mode de transport, etc. Donc demain, vous allez vraisemblablement marcher jusqu'à un bus, prendre 3 stations, descendre, prendre un vélo, le reposer, faire autre chose, etc. Pour ça, il faut des données et il faut coordonner ces données entre elles. Aujourd'hui, les données existent. Très souvent, ce qui manque, c'est juste l'extraction de ces données pour pouvoir les corréler entre elles et les utiliser proprement. Donc c'est ce qu'on fait par exemple à Montpellier, où on travaille sur un calculateur d'itinéraire multimodal, donc un truc qui tient dans ça, et qui va vous dire, vous êtes en voiture, vous pouvez poser votre véhicule à tel endroit, etc. Et tout ça en temps réel, donc pour tenir compte des perturbations qui ne manquent pas d'arriver sur le réseau. Est-ce que ça veut dire qu'avant même de se garer, on aura une place qui sera réservée pour nous et qui ne sera pas celle du voisin? Alors, réservée, oui, potentiellement. Mais ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire beaucoup, c'est développer des statistiques de prédiction. C'est essayer de savoir, donc c'est ce qu'on a fait à Lyon par exemple, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Optimode, qui est un programme super intéressant sur les mobilités. C'est essayer de se dire, avec ces données, qu'est-ce que je peux faire pour prédire l'état des ressources dans 30 minutes ou dans 1 heure. Donc on a commencé par prédire l'évolution du trafic. C'est un système un peu compliqué, urbain, vous voyez l'entrelac de voies principales, de voies secondaires, etc. qu'il peut y avoir. Donc arriver à prédire l'évolution du trafic. Et on arrive à un horizon d'1 heure à avoir une prédiction fiable à 80% de ce qui va se passer. Donc on est capable de prédire l'évolution du trafic. Et ça va servir à quoi? Ça va d'abord servir aux gens qui gèrent le réseau. Si je connais un peu à l'avance, donc 1 heure à l'avance, une perturbation, je peux agir sur le réseau, les plans de feu, prévenir les gens, etc., différer un certain nombre de choses pour ne pas subir la perturbation ou pour l'atténuer. Et puis pour les gens qui vont vouloir utiliser ces ressources, les prévenir et leur dire attention, c'est entre ce point-là et ce point-là, c'est pas 15 minutes que ça va prendre pour vous tout à l'heure, c'est 45. Est-ce que vous ne pouvez pas faire différemment ou autrement? Donc ça, c'est la première chose. Donc, des données pour pouvoir, entre elles, les corréler et mieux maîtriser ce qui se passe. De la prédiction pour pouvoir ajouter ça. Et aujourd'hui, donc je vous parlais tout à l'heure de Montpellier, on est en train, les tests sont en cours en ce moment, d'intégrer des prévisions de trafic, de disponibilité de parking, de disponibilité d'espace de vélo, etc., de vélo en libre service, pour pouvoir fiabiliser encore ces choses-là. Donc en gros, c'est de se dire, je vais partir, mais quelle va être la probabilité de chance pour que je puisse mettre ma voiture dans ce parking, et est-ce que je vais des bonnes chances d'avoir un vélo à tel endroit, etc. etc. Donc voilà en 5 minutes, parce que j'ai bien compris qu'il fallait un petit peu accélérer. Voilà en 5 minutes ce qu'on fait. La bonne nouvelle, c'est que les villes, elles peuvent devenir plus intelligentes demain matin. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours. Quand on regarde un petit peu ce qui manque aujourd'hui, c'est souvent pas la technologie, c'est souvent des problématiques, des freins plus organisationnels. Comment les différentes strates de collectivités sont organisées entre elles, qui prend la responsabilité, etc. Mais ces sujets-là, technologiquement, sont maîtrisables. Et puis après, demain, il va se passer quoi? Demain, la seule certitude qu'on a, c'est qu'on va avoir encore plus de données. Ça fournit des données sur votre site. On continue dans les transports, ça fournit des données sur votre transport. Les véhicules connectés arrivent aujourd'hui. On a lancé avec PSA des services liés aux véhicules connectés. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'accidentologie, de pollution? Qu'est-ce qu'on peut connaître sur ces sujets-là? Et puis après-demain, mais ça, ceux qui étaient là hier, on en a sans doute entendu parler, avec les technologies cognitives, on va pouvoir parler à la ville. Mais là, on est à un horizon qui est plus 5 ans, mais on pourra parler à la ville et la ville va vous répondre et vous dire oui, ça c'est faisable, non, ça c'est pas faisable, merci, il vaut mieux faire ça, etc.
Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci. On va passer à votre voisin, si vous pouvez lui passer votre micro. Harold Tranois, vous êtes chercheur. On vous connaît, enfin vous êtes ici chez vous à Saint-Quentin, puisque vous êtes enseignant à l'INSET, que les Saint-Quentinois connaissent bien. Vous dirigez la filière Cloud Computing. Le cloud, ça va être le cœur de cette ville connectée de demain. Oui, exactement. Alors, justement, on a évoqué un petit peu toujours le futur et des grands groupes et autres. Je vais essayer de recadrer un petit peu ce qu'on fait à Saint-Quentin pour montrer qu'on n'est pas complètement à côté ou à suivre les choses. Et si vous avez juste une minute avant, je sais que le cloud, on en parle depuis des années, mais ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Juste avant de commencer, aidez-nous, c'est quoi le cloud ? Alors, le cloud, je fais une métaphore depuis longtemps avec mes étudiants. Il faut imaginer des mutations qui ont existé il y a déjà une centaine d'années sur l'électricité, où chaque industrie, où chaque personne, chaque hôtel produisait sa propre électricité au moment de l'avènement de l'électricité. Et ils se sont dit, ça serait quand même mieux d'avoir une centrale électrique, c'est-à-dire de concentrer le cœur de métier à des gens, et non pas, on n'est pas là pour faire un groupe électrogène. Donc c'est la même mutation au niveau informatique. On a les industriels, nous particuliers, on a l'informatique chez nous. Et en fin de compte, ce n'est pas notre cœur de métier de savoir comment marche un ordinateur. Ce n'est pas le cœur de métier d'un agriculteur ou autre. Et donc on va délocaliser la puissance informatique dans des centrales. Et le cloud, c'est les centrales électriques. Alors ça a beaucoup d'avantages. La mutualisation, c'est-à-dire que c'est les heures creuses qu'on pourrait avoir sur les centrales. On a le même élasticité à l'intérieur du cloud, c'est le terme qu'ont donné Amazon sur leur manière de fonctionner. Donc on a une répartition de charges qui se fait au niveau mondial sur la puissance informatique. Voilà. Alors ça permet de stocker des données à l'infini sans qu'on s'occupe de savoir, c'est pas notre cœur de métier, de savoir si on perd la donnée ou pas. Enfin, quand notre disque dur crash, c'est pas à nous, en fin de compte, on n'a rien à faire de savoir comment il fallait faire, on le sait pas de toute manière. Et donc on laisse à des spécialistes s'occuper des centrales de données pour voir ça. Voilà la définition en tout cas que je donne du cloud, et il y a le modèle économique derrière qui Merci beaucoup. Et alors on revient maintenant à Saint-Quentin. Alors sur Saint-Quentin, on a fait le pari du cloud déjà depuis 2012. On a des étudiants qui sont fortement impliqués dans ce qui est développement web et tout ça. Donc ça, c'est notre historique. Et donc on suit aussi toutes ces évolutions là qu'on avait. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait pour suivre l'évolution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, les étudiants développent pour les humains. Donc on développe des applications web pour les humains, et actuellement le réseau de communication pour les données est fait pour les humains. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce réseau-là est très étendu et on vient plugger les objets de la maison, les objets de la ville. Ils vont utiliser ce réseau déjà existant. Plutôt que d'en faire un autre, ça va aller plus vite et c'est plus facile. Résultat, les gens qu'on forme à Saint-Quentin se retrouvent directement confrontés aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que les problématiques qu'ils ont pour faire remonter les informations des humains, ils l'ont. Alors je donne un exemple. On a des étudiants qui sont chez radin.com ou chez RTL. Quand il y a une annonce, ce qu'on appelle les reports d'audience, par exemple, qu'on peut connaître à la télé ou autre, ou une mise en ligne de solde, ils vont avoir un afflux énormément de données et devoir le répartir dans le cloud. C'est un peu la même chose sur les objets. Les objets, si tout le monde allume quelque chose en même temps, il va falloir stocker les données, les traiter et tout ça. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a des tentatives d'avoir des réseaux parallèles, comme Sigfox ou celui d'Orange et de Bouygues qui a été lancé là, récemment. Et pour le moment, ce sont des tentatives. Donc moi, je parle bien de l'existant, de ce qu'on fait actuellement. Et nos étudiants, eux, actuellement, et ce qu'on fait donc à Saint-Quentin, c'est actuellement sur du réseau humain de faire remonter les données des objets, les traiter et ensuite les représenter de manière donc sous forme de sites, d'applications mobiles et tout ça pour que l'humain puisse dialoguer avec eux. Voilà donc à peu près où on en est.
Alors quelques exemples pour marquer. Juste une question là-dessus. Est-ce que ça bouchonne déjà toutes ces données sur le cloud ou est-ce qu'on sait que, parce qu'il y a une explosion des objets connectés et de cette ville connectée, ça va bouchonner dans les prochaines années sur les réseaux? Alors actuellement, on ne peut pas vraiment dire que ça bouchonne parce que justement, le cloud étant élastique, on a laissé à des professionnels, comme IBM, le choix donc de gérer cette extension. Donc les grands leaders qui sont Amazon et Google, qui sont là pour répondre à cette demande, actuellement, ils n'ont pas trop de problèmes à répondre à la demande. Quand on voit ce qu'Amazon est capable de proposer, franchement, on n'a pas trop de soucis à se faire pour le moment. Par contre, c'est une question de structuration des données. Donc la structuration, autant l'infrastructure existe, c'est-à-dire que les centrales sont là, autant la manière dont on va gérer les données, c'est des problématiques qu'on aborde actuellement avec nos étudiants, est différente. Alors je vais donner un exemple qu'on a traité là pendant 2 ans. On voit à la sortie de Saint-Quentin, vous avez des éoliennes, et il y a des personnes derrière qui sont là pour gérer les données des éoliennes, et ils ont des données toutes les 10 minutes. Bon, ça tient dans une base de données, enfin ça allait. Et ils ont voulu aller un peu plus loin, et ils ont eu, au bout de 2 ans de données, ils ont eu des problèmes justement de bouchonnage. Donc, c'est surtout de traitement, de pouvoir traiter les données de manière assez importante. D'ailleurs, c'est une ancienne de Polytech, Lille, qui traite les données. Et donc, il y a cette remontée d'informations, on doit passer à la seconde, donc EDF veut passer à la seconde pour la remontée des informations. Et nos étudiants ont travaillé sur comment faire pour structurer les données différemment. Bon, il y a des termes techniques pour tout ça, et représenter de manière à ce qu'on soit utilisable dans l'entreprise. Voilà, donc actuellement, nos étudiants, voilà, ils travaillent sur... Ils continuent d'utiliser tous leurs acquis qu'ils avaient eus sur ce que tout le monde utilise. Hein. Ils travaillent vous allez sur radin.com ou RTL, c'est leurs travaux. Actuellement, c'est des anciens de Saint-Quentin qui ont fait ces sites-là, qui le font et qui le maintiennent encore maintenant. Et toute leur connaissance, toute la connaissance qu'on a acquise sur nos antécédents, actuellement, elle est transmise, on la réutilise pour l'Internet des objets, les Smart Cities, Smart Home et autres. Voilà un petit peu l'état des lieux de Saint-Quentin, où on en est. Donc Saint-Quentin, ça fait partie de, on va dire, pourquoi à Saint-Quentin et pas ailleurs. Mais en fin de compte, quand on écoute les chiffres un petit peu global, ils annoncent sur 15 ans 700 000 emplois de créés dans le domaine. Je veux dire, on peut en faire partout, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème pour nos étudiants actuellement. Il suffit juste de leur montrer comment on fait. Il y a du boulot partout, quoi. Et du coup, il y en a certains qui retombent des avancées sur Saint-Quentin. Les bus connectés, par exemple. Donc ça, actuellement, c'est en cours. Donc avec des informations pertinentes en fonction de l'endroit où se trouve le bus, qui sont directement mis dans le bus. Ce sont des anciens de l'Université de Picardie qui étaient à Saint-Quentin, qui ont fait ça. Et on a même des problématiques de recherche qui sont émergentes, comme par exemple la privatisation des données. Enfin, quand on parle de captation de données, les regroupements qui sont faits sur les données doivent être quand même anonymisés. Alors comment regrouper des données anonymisées? C'est des problématiques ouvertes encore. Et donc dans les labos, d'ailleurs au MIS, il y a des gens qui travaillent sur ce genre de problématiques. Donc voilà, on a le futur. Je viens de décrire un petit peu le futur sur le stockage des données, l'analyse des données, faire ce qu'on appelle du machine learning. Et donc toutes ces problématiques-là, c'est le futur vers lequel on se dirige. La description, actuellement, on utilise nos acquis pour faire notre mutation. Voilà un petit peu où on en est sur Saint-Quentin. Merci beaucoup, Harold. Quand on voit la qualité des chercheurs qui planchent sur le sujet, il ne faut pas s'étonner de voir des annonces spectaculaires comme on en a encore eu cette semaine. C'est là-dessus que je voulais vous faire réagir, Jean-Louis, pour clore plutôt cette table ronde. On va regarder une vidéo d'un truc assez incroyable qui a été annoncé cette semaine. C'est français en plus, c'est bien, c'est le groupe Colas. On regarde tout de suite l'avenir de la route intelligente et de la rue intelligente. À l'heure de la transition énergétique, imaginez une route capable de capter l'énergie solaire et de produire l'électricité dont nous avons tant besoin.
Après 5 années de recherche en partenariat avec l'Institut national de l'énergie solaire, Colas, leader mondial de la route, présente Wattway, le premier revêtement routier photovoltaïque au monde. Wattway fournit localement une énergie propre et renouvelable. Ces panneaux s'installent directement sur les routes existantes et permettent la circulation de tout type de véhicules. Wattway alimente en électricité l'éclairage public, le mobilier urbain, les bâtiments, mais aussi les commerces et les entreprises. Enfin, Wattway offre une solution aux zones isolées non raccordées au réseau électrique. Il y a tant d'applications à imaginer ensemble. Wattway. Faisons de la route l'énergie de demain. Jean-Louis, c'est un truc de malade ce truc. J'ai l'impression d'être dans un film, de voir une fausse pub dans un film d'anticipation. Déjà, ça, est-ce que ça vous paraît sérieux? Est-ce que ça arrive bientôt? Et est-ce que ça va tout changer? Oui, c'est très très sérieux et justement, je pense que c'est un point clé de ce salon, c'est que on peut avoir éventuellement la perception que tout ça, c'est de la prospective, c'est des choses du futur, et absolument pas, c'est des choses très concrètes d'aujourd'hui. On peut avoir la perception que c'est des choses qui ne nous concernent pas parce qu'elles sont très loin de nous. C'est pas vrai. Les grandes entreprises françaises sont extrêmement actives, sont extrêmement innovantes. Vous avez des gens comme Schneider Electric, par exemple, sur la gestion de l'énergie pour les bâtiments, y compris les bâtiments publics. Tout à l'heure, Issam, dans sa présentation, parlait, je crois qu'il y avait Engie chez GDF Suez, ou certaines de leurs Suez Environnement, certaines de leurs filiales qui ont participé sur la gestion du réseau, la distribution d'eau. Voilà, donc en fait, je parlais tout à l'heure de communication digitale au sein de la ville avec du mobilier urbain comme peut faire JC2Co, mais sur le mobilier connecté, juste là en sortant dans l'igloo, vous avez du mobilier connecté qui a des capacités également. Enfin, voilà, donc toutes ces choses sont concrètes, ça existe ici. C'est pas de la science-fiction, c'est en train de tout simplement changer nos vies, et moi je trouve que c'est juste passionnant.